Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, appuyez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Zara Okoye pouvait presque sentir le sel dans la brise alors qu'elle se tenait sur le pont du Marine Guardian, un navire amiral de l'empire d'$1 milliard de ses défunts parents. Le soleil se couchait, peignant le ciel de Lagos d'orange et de roses éclatants. La côte nigériane s'étendait au loin, un paysage urbain animé, foisonnant de vie, d'ambition et d'histoire. Ces histoires, la plupart façonnées par l'héritage de ses parents. À 27 ans, Zara faisait déjà la une des journaux internationaux en tant que nouveau visage d'Okoye Marine Innovation, un conglomérat dédié au nettoyage des océans, à la protection des récifs coralliens et à l'ingénierie maritime de pointe. Elle avait tout hérité après l'accident tragique de ses parents 3 ans auparavant. Déterminée à poursuivre leur travail, Zara se jeta corps et âme dans la cause. Sa mère avait toujours dit « L'eau détient le secret de la vie, ma chérie. Protège-la, et tu protégeras l'avenir de l'humanité. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Zara. Elle croyait en la création de bourses d'études pour les étudiants en biologie marine issus de milieux défavorisés, au financement de la recherche océanique et au lancement de solutions de haute technologie pour lutter contre les déchets plastiques. À l'intérieur du salon du navire, éclairé par des néons, sa meilleure amie et avocate, Nia Bello, examinait des piles de documents. Nia était une femme menue dotée d'une intelligence féroce. Ses cheveux, coupés en un carré élégant, encadraient une paire d'yeux perspicaces qui captaient chaque détail. Elle avait grandi avec Zara et savait précisément à quel point la cause océanique était importante pour elle. « Tu devrais être fière, Zara », dit Nia en montrant un article sur sa tablette. La nouvelle initiative de recyclage va changer la façon dont nous gérons les déchets plastiques en Afrique de l'Ouest. Zara hocha la tête mais resta silencieuse. Son regard dériva vers les vagues. Une partie d'elle se sentait agitée, comme s'il lui manquait quelque chose, même dans sa vie soigneusement organisée. Elle avait sa mission, son équipe, sa richesse et l'océan infini. Pourtant, il y avait cette solitude persistante chaque fois qu'elle retournait dans son manoir vide. Encore ce regard, la taquina doucement Nia en posant la tablette. Tu dois sortir, rencontrer des gens en dehors des conférences d'affaires. Zara rit. Tu as probablement raison. Mais tu sais comment ça se passe. Les hommes me voient d'abord comme l'héritière et ensuite comme la femme. Je n'ai pas de temps pour les chercheurs d'or. Donne une chance au monde, répondit Nia. Ne t'enferme pas à cause de la tragédie de tes parents. Ils voudraient que tu sois heureuse. Le cœur de Zara se serra. Les souvenirs de ses parents refirent surface. Son père lui apprenant à barrer un bateau le long du golfe de Guinée, les rappels constants de sa mère pour qu'elle porte un gilet de sauvetage. Il lui manquait profondément. Peut-être que Nia avait raison. La vie ne pouvait pas se résumer aux salles de réunion et aux promenades en bord de mer. Alors que le Marine Guardian accostait, Zara se prépara à rencontrer un groupe de boursiers. C'était une cérémonie modeste mais importante. Elle offrait à chaque étudiant une chance d'intégrer une université de l'Ivy League ou les meilleurs instituts marins du monde. Je prévois d'étendre ces opportunités, annonça-t-elle à la foule. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire plus qu'étudier l'océan. Nous pouvons le sauver. Les applaudissements retentirent sur le quai. Les appareils photo crépitèrent. Au milieu de la célébration, Zara sentit la chaleur de son objectif. Mais en regardant les lumières de la ville, elle ne put s'empêcher de sentir le vent du changement souffler dans sa direction. Elle ne savait pas encore qu'en quelques jours à peine, elle rencontrerait l'homme qui allait bouleverser sa vie à jamais. Et pas de la manière dont elle l'avait imaginé. Le lendemain soir, Zara arriva à un gala environnemental de haut niveau à Lagos, organisé dans un auditorium élégant et moderne surplombant l'Atlantique. Elle sortit de sa voiture avec chauffeur, vêtue d'une éblouissante robe émeraude qui scintillait sous les lustres. Les appareils photo crépitèrent, capturant l'assurance de sa démarche et la générosité de son sourire. À l'intérieur, les invités se mêlaient parmi des installations artistiques représentant divers habitats océaniques, des récifs coralliens colorés, des lagons immaculés et des sculptures de vagues chatoyantes. Au milieu de la soirée, alors qu'elle discutait d'une technologie de restauration des coraux récemment dévoilée avec un groupe d'investisseurs, Zara aperçut un homme près du buffet. Il portait un costume en lin blanc impeccable qui contrastait avec sa peau caramel.
Il semblait déplacé parmi les smokings plus sombres et les robes de gala flamboyantes. Et pourtant, il se déplaçait avec une nonchalance suave, comme si cet environnement n'était pas plus intimidant qu'un salon privé. Nia lui donna un coup de coude. « Il te regarde » murmura-t-elle. « J'ai remarqué » admit Zara en prenant une gorgée de champagne. Il était inhabituel que quelqu'un s'attarde ainsi en marge de tels événements sans badge nominatif ni présentation tape à accent grave l'œil. Elle le regarda prendre un verre de vin et déambuler dans la foule, saluant quelques personnes. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent enfin, Zara ressentit une secousse. Était-ce de la curiosité, de l'intrigue, ou simplement le fait qu'il était si différent de la foule habituelle? Quoi qu'il en soit, elle se retrouva à marcher vers lui. On lui avait appris à être direct, un trait qui lui servait bien en affaires. « Vous semblez vous amuser » dit-elle en s'arrêtant à une courte distance. « Partagez-vous notre passion pour la conservation marine, ou êtes-vous simplement ici pour les boissons gratuites ?» Il gloussa, un son doux et résonnant. « Un peu des deux, en fait, » répondit-il en levant son verre. « Julian Blake. Et oui, j'ai un intérêt dans les solutions environnementales, bien que peut-être à une échelle plus petite que votre empire. Je n'ai pas eu le plaisir d'une présentation officielle à Madame Okwa elle-même. » Zara tendit la main. « Zara Okwa. Mais ça, vous le saviez déjà. »« J'ai beaucoup entendu parler de vous, » dit Julian, ses lèvres esquissant un sourire charmant. « Vous avez eu un impact considérable dans les milieux de l'ingénierie maritime. Le nom Okwa est synonyme d'innovation. » Zara tenta de garder son sang-froid, bien qu'elle se surprenne à l'étudier attentivement. « J'apprécie vos paroles. Et vous ? Je ne me souviens pas avoir vu votre nom dans les grands cercles philanthropiques. »« Disons que j'aime passer inaperçu, » répondit-il en prenant une gorgée de vin décontracté. « J'ai grandi en Afrique du Sud. J'ai pas mal bougé après ça. Je me concentre sur des investissements discrets, des startups technologiques, des entreprises écologiques. Je trouve plus épanouissant de rester en coulisses. » À ce moment-là, l'organisateur du gala invita Zara sur scène pour recevoir un prix pour son leadership en matière de conservation marine. Elle se tourna vers Julian. « Je dois aller recevoir une distinction. Voudriez-vous m'accompagner pour la traverser ?» Ses yeux pétillèrent. « Je serais honoré. » Il marcha à ses côtés, rayonnant d'une confiance tranquille alors qu'il traversait la salle. Zara pouvait sentir les regards curieux de ses collègues. Alors que l'hôte lui remettait la plaque, les appareils photo crépitèrent, capturant l'image de Zara Okwa se tenant fièrement aux côtés de cet homme mystérieux en lin blanc. Son discours d'acceptation fut concis et percutant. « Je dédie ce prix à mes défunts parents, dont la vision d'un océan plus propre ne connaissait pas de frontières. Et aussi à chaque jeune esprit qui croit en un avenir plus vert. Puissiez-vous ne jamais perdre espoir. » La foule applaudit chaleureusement, et alors que Zara s'éloignait des projecteurs, elle sentit un battement inhabituel dans son estomac. Julian attendait dans les coulisses, un doux sourire aux lèvres. « C'était magnifique, » dit-il. « Il y a une sincérité dans votre voix. C'est rare dans ces cercles. » Zara remarqua Nia qui les regardait de loin, les sourcils légèrement froncés. Nia semblait toujours s'inquiéter des nouveaux venus. Mais pour une fois, Zara était trop prise par le moment pour s'en soucier. Elle se trouvait véritablement intriguée par le sang-froid de Julian, par ce mélange de charme et de retenue. Avant la fin de la soirée, Julian lui demanda son numéro. Elle hésita, se rappelant son vœu d'être prudente. Mais quelque chose en lui, sa confiance tranquille, son refus de se vanter, l'attira. « Appelez mon bureau. » Le taquina-t-elle, s'attendant à moitié à ce qu'il rechigne devant la voix formelle. Mais il la surprit. « Laissez-moi deviner, votre assistante ne me laissera pas passer à moins d'avoir le code secret ?» Il eut un sourire narquois. Zara sortit un stylo de sa pochette et griffonna son numéro privé sur une serviette en papier. « Ne le perdez pas, » dit-elle avec un haussement de sourcils enjoué. « Je n'ai pas l'habitude de donner de secondes chances. » Zara avait du mal à croire à quelle vitesse leur relation progressait. À peine 2 semaines après le gala, elle se retrouva assise en face de Julian dans un restaurant intime sur le toit à Victoria Island. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, et une douce brise marine caressait leurs nappes. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi dévoué au travail philanthropique, » dit Julian en se penchant en avant. « C'est vraiment inspirant. La plupart des personnes riches que j'ai rencontrées ont tendance à se concentrer sur le gain personnel.
Ce n'est pas comme ça que mes parents m'ont élevé, répondit Zara en enroulant des pâtes sur sa fourchette. Ils m'ont appris que la richesse est un outil, un moyen d'élever les communautés, de protéger l'environnement et d'innover des solutions. Il hocha la tête, lui prenant doucement la main. Tu es extraordinaire, Zara. Ces mots touchèrent son cœur, et elle ressentit une chaleur qu'elle s'était longtemps refusée. Pourtant, un coin de son esprit restait prudent. Elle ne savait presque rien des antécédents de Julian, à part le peu qu'il partageait. Mais chaque fois qu'elle demandait, ses réponses étaient cohérentes et calmes. Il avait grandi à Johannesburg, avait beaucoup voyagé et avait le don d'identifier de bonnes opportunités commerciales, bien qu'il fournisse rarement de détails. Pourtant, Zara se trouvait captivée. Elle se sentait en sécurité en sa présence, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils partageaient des dîners romantiques, de longues promenades le long de plages privées et des conversations nocturnes sur leur vision de l'avenir. Avec le temps, elle le présenta à Mama Tola, sa nounou d'enfance bien-aimée qui aidait encore au manoir. Mama Tola avait bien 60 ans, ses cheveux parsemés de gris, mais son instinct protecteur envers Zara restait vif. Il a l'air gentil, mon enfant, observa Mama Tola un matin dans la grande cuisine, où elle préparait du riz jollof. Mais un homme peut ressembler à un ange et cacher un cœur de filou. Zara sourit, posant une main rassurante sur l'épaule de Mama Tola. J'apprécie votre sollicitude. Vraiment. Je suis prudente. 3 mois après le début de leur cours effréné, Julian accompagna Zara à un gala de charité au Ghana. Il charma tout le monde, des politiciens de haut rang aux adolescents bénévoles. Même Nia était moins sur ses gardes après lui avoir parlé, bien qu'elle insistât toujours pour faire une vérification approfondie de ses antécédents. Au fil des mois, les rumeurs de leur relation se répandirent dans les tabloïds africains et les magazines d'affaires. Certains qualifièrent Julian Blake de nouveau Monsieur Okwa, avant même qu'une demande en mariage officielle n'ait eu lieu. D'autres remirent en question ses motivations cachées, mais Zara rejeta les commérages comme du sensationnalisme typique. Il s'était montré attentionné, gentil et véritablement intéressé par ses ambitions philanthropiques. Un soir d'août, Julian s'agenouilla au pied d'un phare historique au large des côtes du Sénégal, lui offrant une bague en diamant qui semblait capturer le clair de lune dans ses facettes. Le cœur de Zara battait la chamade. Elle se souvint de la bague de sa mère, héritée de sa grand-mère, mais l'avait laissée dans un coffre-fort de peur de la perdre lors de ses voyages. Maintenant, elle portait la bague de Julian comme la promesse d'un nouvel avenir. Oui. Répondit-elle, les larmes aux yeux. Je veux t'épouser. Leur mariage eut lieu à peine 6 mois après leur rencontre, une cérémonie extravagante sur une plage des Maldives. Des roses blanches bordaient l'allée. Un groupe d'orphelins d'une des fondations de Zara chanta une sérénade émouvante en son honneur. Julian récita des vœux qui semblaient tout droit sortis du journal d'un poète, promettant une vie d'unité, de compassion et de rêves partagés. Nia se tenait à ses côtés comme demoiselle d'honneur, plus optimiste que jamais. Mama Tola regardait depuis le premier rang, épongeant ses larmes avec le bord de son foulard coloré. La cérémonie culmina par une célébration qui se prolongea jusque tard dans la nuit, avec des feux d'artifice se reflétant sur les eaux sombres. Pourtant, dans un coin caché de son esprit, Zara ne pouvait se défaire d'un léger pincement d'inquiétude. Cela lui chuchotait que tout se passait trop vite. Mais elle le fit taire, se rappelant que la vie était courte et que le bonheur arrivait parfois de manière inattendue. La vie conjugale commença dans une lueur opulente. Les jeunes mariés profitèrent d'une lune de miel d'un mois à travers les plages les plus pittoresques d'Asie, des eaux turquoises des Maldives aux criques isolées des Philippines. Zara publiait occasionnellement des photos sur les réseaux sociaux, montrant leur visite à des projets locaux de conservation marine, des événements philanthropiques et des festivals culturels. Les fans et les partenaires commerciaux applaudirent son dévouement au travail même pendant sa lune de miel. Lorsqu'ils rentrèrent enfin à Lagos, Julian emménagea dans le vaste manoir de Zara, un lieu rempli d'art moderne, de meubles luxueux et de souvenirs personnels de ses voyages. Mama Tola était là pour les accueillir à la porte, arborant un large sourire, bien que ses yeux reflètent une chaleur prudente. « Bienvenue à la maison, Monsieur Blake, dit-elle en inclinant respectueusement la tête. Julian posa une main douce sur l'épaule de Mama Tola. « Appelez-moi simplement Julian, s'il vous plaît. » Le geste était amical, mais Mama Tola resta réservée, ses instincts en état d'alerte. Au cours des semaines suivantes, Zara fut heureuse de voir avec quelle facilité Julian s'intégra dans sa vie quotidienne. Il la rejoignit même lors de visites philanthropiques, serrant la main de dirigeants communautaires locaux et nouant des liens précieux.
Un après-midi, ils visitèrent une start-up de technologie marine que Aqua Innovation finançait. Zara montra à Julien les prototypes d'une nouvelle machine conçue pour filtrer le plastique de l'eau de mer. C'est le genre de technologie qui va révolutionner les efforts de nettoyage, s'enthousiasma Zara. Elle peut filtrer les microplastiques sans nuire à la vie marine. Julien hocha la tête, son intérêt sincère, ou du moins le semblait-il. Brillant. J'ai hâte de le voir commercialisé. Cela positionnera Aqua Innovation à l'avant-garde de la technologie environnementale. Tandis qu'il parlait, Zara sentit une vague de fierté que son mari soutienne autant l'œuvre de sa vie. Pourtant, en coulisses, il modifiait subtilement l'équilibre du pouvoir. Il commença à demander plus d'implication dans ses entreprises, offrant son expertise en gestion et demandant à rencontrer son équipe financière. Au début, Zara hésita. Elle était habituée à avoir le contrôle total de l'empire de sa famille, mais elle se dit que le mariage signifiait partenariat, et Julien était son partenaire maintenant. Elle le présenta aux principaux actifs financiers, des comptes bancaires locaux aux avoirs internationaux. Nia, toujours l'avocate vigilante, remarqua le changement. « Zara, es-tu certaine de vouloir lui donner ce niveau d'accès » demanda-t-elle lors d'une de leurs réunions privées. « Nous sommes mariés » répondit Zara en haussant les épaules. « Je lui fais confiance. » L'expression de Nia reflétait la prudence. La confiance est merveilleuse, mais ce sont des actifs majeurs. Peut-être devrions-nous procéder lentement, en nous assurant que tous les aspects juridiques sont sécurisés. Zara hocha la tête, mais une partie d'elle était fatiguée du scepticisme de tout le monde. Elle voulait être vue comme plus qu'une héritière sur ses gardes qui se méfiait de tout le monde. Ne pouvait-elle pas, pour une fois, s'autoriser les joies de l'amour sans arrière-pensée? Tard un soir, elle et Julien s'assirent près du jardin, la lune illuminant la piscine scintillante. Ils parlèrent doucement de leurs rêves pour l'avenir. Elle lui parla de son rêve de construire une chaîne d'hôtels écologiques qui financerait des projets de conservation communautaire. Il lui parla de son désir de créer une plateforme pour les startups africaines prometteuses. La conversation coulait comme une berceuse réconfortante. Mais alors que la lune plongeait sous l'horizon, les coins des yeux de Julien captèrent des ombres que seul un observateur attentif aurait pu voir. Des ombres mouvantes, reflétant une ambition qui dépassait le simple partenariat. Il avançait prudemment, posant les fondations de quelque chose de plus sombre. Zara, perdue dans la tendresse d'un jeune mariage, n'avait aucune idée de la trahison qui se cachait sous cet extérieur charmant. Zara se réveilla au son des vagues douces clapotant contre le rivage rocheux. Elle s'étira, inhalant l'air marin vivifiant qui flottait à travers les portes-fenêtres ouvertes du balcon. Julien avait organisé un voyage surprise sur une île privée près des Seychelles pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Le voyage avait été un tourbillon. Ils étaient montés à bord d'un jet privé, puis transférés sur un hors-bord qui les avait emmenés vers un yacht luxueux ancré dans des eaux d'un bleu cristallin. Alors que Zara sortait sur le pont ensoleillé, elle trouva Julien appuyé contre la balustrade, scrutant l'horizon. « Bonjour, mon mari. » dit-elle avec un large sourire, posant sa tête sur son épaule. « Bonjour, ma belle, » murmura-t-il en l'enlaçant par la taille. L'équipage du yacht avait préparé un petit déjeuner copieux, fruits tropicaux, viennoiseries fraîchement cuites et café fumant. Le cœur de Zara s'emplit de bonheur en repensant à l'année écoulée. Oui, elle avait remarqué l'intérêt croissant de Julien pour les affaires financières de son entreprise, mais elle se disait que c'était normal. Ils construisaient un avenir ensemble, après tout. Pendant le petit déjeuner, Julien fit un signe de tête désinvolte au capitaine du yacht. « Nous nous dirigeons vers un endroit encore plus isolé aujourd'hui, » dit-il à Zara. « Je veux que ce soit un voyage que tu n'oublieras jamais. » Zara rougit, l'excitation bouillonnant en elle. « Tu me gâtes, tu sais. »« Tu mérites tout cela, » répondit Julien en levant sa tasse de café. « À nous. » Ils passèrent la journée à faire de la plongée avec tuba et à explorer des criques cachées, s'émerveillant devant les coraux vibrants et les poissons tropicaux. Zara prenait des notes mentales, elle pensait toujours à de nouvelles initiatives de conservation. Julien écoutait attentivement, hochant parfois la tête. Il prit même des photos d'elle nageant, capturant son large sourire sous l'eau. Elle se sentait chanceuse au-delà de toute mesure. Ce soir-là, après un somptueux dîner de fruits de mer, Julien la conduisit sur le pont supérieur du yacht. Le ciel brillait d'étoiles, et un vent léger caressait leur visage. « Danse avec moi », murmura-t-il en lui prenant la main. Aucune musique ne jouait, mais Zara s'appuya contre lui,
contente de se balancer sous la voûte céleste. Elle ferma les yeux, son cœur battant au rythme des vagues. Elle se sentait si en sécurité dans ses bras qu'elle crut presque à tous les contes de fées qu'elle avait jamais lus. La réalité semblait aussi fragile que le reflet chatoyant de la lune à la surface de l'océan. Elle n'avait aucune idée que, bientôt, ces moments étoilés deviendraient des souvenirs déchirants. Bien plus tard, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle rêva des profondeurs de l'océan. Dans son rêve, elle tombait dans une eau sombre, cherchant à attraper quelque chose. Quelqu'un. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court, se sentant inexplicablement anxieuse. Regardant à côté d'elle, elle trouva la place de Julien vide, les draps froids. Elle se leva, regardant dans le couloir. Une faible lumière filtrait du petit bureau du yacht. Elle s'approcha à pas feutrés et trouva Julien lisant des documents, les documents de son entreprise. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il se tourna, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde. Puis il sourit. « Juste en train de vérifier quelques investissements. Désolé si je t'ai réveillé. » Zara fronça légèrement les sourcils mais hocha la tête. « Reviens vite te coucher. » Alors qu'elle s'éloignait, un frisson lui parcourut l'échine. Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, mais Julien s'était déjà retourné vers l'ordinateur. Le moment semblait chargé d'une tension invisible. Pourtant, elle se dit que c'était juste des affaires. L'empire était vaste. Peut-être voulait-il prouver qu'il pouvait le gérer en son nom. Elle retourna au lit, s'enfonçant dans les coussins. Mais ses rêves revenaient sans cesse à l'image d'une eau sombre et d'une main qui coulait. Le lendemain apporta un changement soudain de temps. Le ciel autrefois clair devint gris, de lourds nuages s'accumulant à l'horizon. Le capitaine du yacht conseilla la prudence, suggérant qu'ils ancrent dans un endroit plus sûr. Mais Julien insista pour continuer vers une zone plus éloignée, affirmant qu'il voulait apercevoir des récifs intacts dont on disait qu'ils existaient dans ces eaux. Zara se tenait sur le pont, scrutant les nuages menaçants. Un sentiment de mauvais augure lui noua l'estomac, bien qu'elle essayât de s'en défaire. Elle faisait confiance à Julien. Ils avaient un équipage expérimenté. Tout irait bien, juste un peu de mauvais temps, se dit-elle. En fin d'après-midi, la mer devint agitée, les vagues s'écrasant contre la coque du yacht. Le capitaine recommanda de faire demi-tour, mais Julien insista une fois de plus pour continuer, disant qu'il chercherait refuge dans une crique cachée. Zara regarda son mari, la confusion gravée sur son visage. Pourquoi était-il si déterminé à s'aventurer dans la tempête? Puis vint le premier coup de tonnerre, suivi de trompes d'eau. L'horizon disparut derrière un mur d'eau. Le vent hurlait, rendant le pont du yacht dangereusement glissant. Zara s'agrippa à la rambarde, le cœur battant. « Julien » cria-t-elle par-dessus les rafales. « Nous devons rentrer. Cette tempête est trop forte. » Il apparut au coin, trempé mais étrangement calme. Son expression était indéchiffrable. « Fais-moi confiance » dit-il d'une voix forte. « Nous serons bientôt en sécurité. Tiens bon. » Elle tenta de le suivre, mais le yacht tangua violemment, la faisant trébucher. Julien lui attrapa le bras, la stabilisant. Pendant un bref instant, sa prise lui parut rassurante. Mais alors, quelque chose dans son regard changea. Zara entrevit une intention brute, froide et précise. Sans prévenir, son autre main la frappa à la poitrine, la projetant en arrière. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche formant un cri silencieux alors qu'elle perdait l'équilibre. Le monde bascula, et elle sentit son corps être projeté par-dessus la rambarde. La pluie et le vent assaillirent ses sens alors qu'elle plongeait la tête la première dans la mer déchaînée. Elle refit surface au milieu des vagues tumultueuses, l'eau salée lui piquant les yeux. La foudre illumina brièvement le pont du yacht. À travers les rideaux de pluie, elle vit Julien debout à la rambarde, la regardant fixement. Puis les moteurs du yacht rugirent, et il commença à s'éloigner. « Julien » hurla-t-elle, la terreur lui nouant la gorge. « Aidez-moi » Mais le yacht s'éloigna à toute vitesse, ses lumières disparaissant dans la tempête. L'incrédulité la frappa avec la même force que les vagues. Son mari venait de la pousser à l'océan, au milieu d'une tempête déchaînée. Elle lutta pour garder la tête hors de l'eau, les vagues dominant et s'écrasant. Chaque fois qu'elle refaisait surface, elle avalait plus d'eau de mer. Ses membres semblaient de plomb. La pluie lui cinglait le visage, et le tonnerre grondait à ses oreilles.
Elle avait toujours aimé l'océan, mais maintenant il devenait une force monstrueuse cherchant à l'entraîner dans ses profondeurs. Luttant pour respirer, elle tenta de se souvenir de ses leçons de natation d'enfance. Détends tes membres, conserve ton énergie, lui avait appris son père. Mais la peur lui serrait le cœur, et l'adrénaline parcourait son corps. Elle donna des coups de pied de toutes ses forces, luttant pour rester à flot au milieu du chaos tourbillonnant. Les minutes se transformèrent en ce qui sembla être des heures. Ses pensées s'embrouillèrent, son esprit tournant autour d'une seule réalisation horrible. Julien l'avait voulu morte. Il avait orchestré tout ce voyage. L'escapade romantique, l'itinéraire surprise, la tempête, tout avait fait partie de son plan mortel. Elle pouvait presque voir les gros titres. L'héritière milliardaire perdue en mer, présumée noyée. Ses membres commencèrent à s'engourdir. Chaque respiration devint une lutte monumentale. La tempête la malmenait sans pitié, et elle sentit ses forces l'abandonner. Sa dernière pensée cohérente avant que l'obscurité ne la submerge fut pour ses parents, souhaitant pouvoir leur faire savoir d'une manière ou d'une autre qu'elle s'était battue jusqu'au bout. Puis le noir l'engloutit. Zara se réveilla à la faible odeur de poisson et à la sensation de mains rudes la soulevant du sable mouillé. Son corps entier était meurtri, et le sel encroûtait ses cils et ses lèvres. Elle essaya de parler, mais seul un croassement rauque s'échappa de sa gorge. Doucement, doucement, dit quelqu'un dans une langue qu'elle reconnut vaguement comme un créole séchellois local. Elle capta aussi des bribes d'anglais. Un groupe de pêcheurs planait autour d'elle, leurs visages burinés d'inquiétude. Ils la transportèrent avec soin dans une modeste cabane de pêcheurs perchée près du rivage de l'île. Les murs étaient faits de bois flotté et de tôle ondulée, martelés en place par des années de tempête. Elle sentit un chiffon humide pressé sur son front, une petite flamme projetant des ombres vacillantes. Elle dérivait entre conscience et inconscience, hantée par des cauchemars de noyade, du regard froid de Julien alors qu'il l'abandonnait. Quand elle retrouva enfin assez de force pour parler, sa voix était un murmure tremblant. « Où suis-je » demanda-t-elle, ses yeux se tournant vers l'un des pêcheurs. « Quelque part à l'est de Praslin, » répondit doucement l'homme. « Une tempête vous a jeté ici. Nous vous avons trouvé à moitié morte sur le rivage. » Zara essaya de rassembler ses souvenirs. Elle se souvint de la foudre, des vagues montagneuses et de la trahison de Julien. Son cœur battait la chamade d'effroi. Elle était perdue, à des kilomètres de la civilisation continentale, et son mari célébrait probablement son succès à l'éliminer. Les pêcheurs lui apportèrent de l'eau et un bouillon léger. Zara le sirota avec gratitude, chaque gorgée lui semblant comme du feu glissant dans sa gorge desséchée. Un pêcheur plus âgé, avec une cicatrice sur la joue, parlait anglais avec hésitation. Il expliqua qu'il fréquentait cette région isolée pour pêcher loin des chalutiers commerciaux. Il rencontrait rarement des voyageurs, donc la trouver vivante était presque miraculeux. Alors que ses forces revenaient, Zara les remercia et tenta de faire connaître son identité. « Je suis Zara Okwa. Ma famille, mon entreprise. » Mais sa langue lui semblait lourde. Elle ne savait même pas comment expliquer l'ampleur de sa situation. Ces humbles pêcheurs ne connaissaient peut-être pas son nom, ni même ne croiraient son histoire. Pourtant, ils restèrent aimables, la soignant jusqu'à ce qu'elle se rétablisse au cours des jours suivants. Un pêcheur lui prêta un téléphone avec une batterie minimale, mais le signal était trop faible dans cet endroit isolé. Elle essaya d'appeler Nia, Mamatola, n'importe qui sans succès. Le téléphone se coupa, la batterie mourant en pleine numérotation. Une vague d'impuissance la submergea. Elle était vivante, oui, mais complètement bloquée. La nuit, allongée sur un lit de camp improvisé, elle regardait les étoiles à travers la fenêtre ouverte de la cabane. Elle pensait à l'empire qu'elle avait laissé derrière elle, à son personnel, à ses fondations, à ses projets philanthropiques. Avec quelle rapidité tout cela pourrait-il tomber entre les mains de Julien? Avait-il déjà pu la déclarer morte? Le troisième jour, les pêcheurs annoncèrent qu'ils devaient retourner sur l'île principale pour vendre leur prise. « Nous vous emmènerons, » dit l'aîné Balafré. « Pour que vous puissiez voir un médecin, peut-être retrouver les vôtres. » Les yeux de Zara brillèrent d'espoir. Elle insista pour partir le matin même, ses blessures encore vives mais éclipsées par le besoin désespéré de survivre et de reconquérir sa vie. Ils la transportèrent sur un petit bateau de pêche, démarrant le moteur avec un rugissement pétaradant. L'océan scintillait sous un ciel clair, d'une tranquillité trompeuse comparée à la violente tempête qui avait failli lui coûter la vie.
Zara s'agrippa au bord du bateau, se préparant pour le voyage. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser la peur la paralyser maintenant. Le bateau du pêcheur avançait lentement vers un archipel d'îlots parsemés de palmiers et de criques cachées. En accostant à un modeste quai, Zara se retrouva dans un minuscule village de pêcheurs niché entre une jungle dense et le bord de l'eau. Les huttes étaient simples, certaines soutenues par des pilotis pour éviter les inondations. Des enfants aux yeux curieux la regardaient de derrière des paniers de fruits. L'endroit tout entier sentait le poisson fumé, le sel et la terre humide. Ces sauveteurs la guidèrent sur un sentier étroit jusqu'à une petite clinique humble. L'infirmière locale, une femme mince d'une 50aine d'années, soigna les ecchymoses et les éraflures de Zara. Elle claqua la langue avec sympathie. « Vous avez de la chance d'être en vie », dit-elle dans un anglais teinté d'accent français. Mais ces eaux peuvent cacher autant de miracles que de tragédies. Le pêcheur expliqua qu'il devait bientôt partir pour s'occuper de leur filet. Zara les remercia abondamment, les larmes lui montant aux yeux. Ils partirent avec des hochements de tête et des adieux discrets, la laissant seule avec l'infirmière. Après l'avoir pensé, l'infirmière lui indiqua une arrière-salle avec un seul lit de camp. « Vous pouvez vous reposer ici jusqu'à ce que vous soyez plus forte. Après cela, vous devrez trouver où aller. » L'esprit de Zara était en ébullition. Elle avait envie de crier son identité sur les toits. Mais qui croirait qu'elle était l'héritière milliardaire Zara Okoye? Et s'il le croyait, à quelle vitesse la nouvelle pourrait-elle parvenir à Julian? S'il avait les ressources, et il en avait sûrement, il pourrait l'intercepter. Pire encore, elle n'avait aucune idée de l'ampleur avec laquelle sa mort avait été rapportée. Pour autant qu'elle sache, une notice nécrologique avait déjà circulé. Ce soir-là, alors qu'elle était allongée sur le lit de camp, une vieille femme entra. Elle était vêtue de robes colorées et fluides qui drapaient sa petite silhouette, et elle portait un petit panier tressé d'herbe. Elle se présenta comme Mama Tola. L'accent yoruba familier du Nigeria s'échappa de ses lèvres, choquant Zara au point de la faire se redresser. Mais comment Mama Tola pouvait-elle être ici? À la vue de la confusion de Zara, la femme sourit gentiment. « Pas votre Mama Tola, mon enfant. Mais c'est comme ça que les gens m'appellent par ici parce que je m'occupe de quiconque a besoin d'aide. Mon vrai nom est Tola Oliemide, de l'état d'Ogun. J'ai vécu sur ces îles pendant 20 ans. » Zara ravala ses larmes. La présence de quelqu'un de son pays natal était réconfortante au-delà de toute mesure, presque une coïncidence divine. Mama Tola, cette Mama Tola, travaillait comme guérisseuse itinérante. Elle avait entendu parler d'une femme mystérieuse retrouvée inconsciente pendant la tempête et avait offert son aide. Au cours des jours suivants, Zara était trop faible pour quitter le village, alors elle se rapprocha de Mama Tola. Elle avoua bribe par bribe qu'on l'avait jetée par-dessus bord, que le mari qu'elle aimait avait tenté de la tuer. Elle s'arrêta avant de révéler son statut de milliardaire. En partie par peur, en partie par un besoin inexplicable de cacher son identité jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour affronter Julian. Mama Tola écouta attentivement, ses yeux débordant d'empathie. « Les hommes qui poursuivent la fortune au-dessus de l'amour sont souvent égarés, dit-elle doucement. Mais toi, mon enfant. Tu as un esprit puissant. Tu as survécu. Cela signifie que les ancêtres ont encore des choses à te faire accomplir dans ce monde. » Ensemble, elles concoctèrent des remèdes à base de plantes pour renforcer le corps de Zara. Mama Tola massa les côtes meurtries de Zara avec des huiles aromatiques et s'assura qu'elle mangeait des repas copieux. Souvent de la soupe de poisson et des fruits tropicaux. Chaque jour, Zara sentait ses forces revenir. Sa détermination grandissait en même temps que sa guérison physique. Un après-midi, alors que Zara s'exerçait à une marche douce autour de la clinique, elle demanda à Mama Tola. « Comment puis-je vous remercier pour votre gentillesse ?» Mama Tola gloussa, remuant une marmite d'herbe frémissante. « Je ne demande rien d'autre que ta guérison, et que tu trouves justice. Tu as une histoire à terminer, mon enfant. » Zara regarda l'horizon, l'océan scintillant sous le soleil de midi. Les souvenirs de la poussée, de la tempête et des yeux froids de Julian se rejouaient dans son esprit comme un cauchemar incessant. Elle était toujours cette femme sans nom dans ce village. Mais à l'intérieur d'elle, la voix de Zara Okoye rugissait pour récupérer ce qui lui avait été volé. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Julian Blake se tenait devant un podium drapé de lys blanc, les yeux baissés dans une démonstration de deuil feinte. Une foule considérable s'était rassemblée à Lagos pour honorer la mémoire de Zara Okoye, l'héritière présumée noyée en mer. Les appareils photo crépitaient sans cesse,
capturant l'expression affligée de Julian. C'est le cœur lourd que j'annonce la perte de ma femme bien-aimée Zara, dit-il, la voix tremblant de manière convaincante. Elle a été emportée par une tempête soudaine. Les équipes de secours ont fait de leur mieux, mais elle n'est jamais revenue. Au premier rang se trouvait Nia Bello, les larmes tachant ses joues. Elle serrait la brochure commémorative portant la photo de Zara. À côté d'elle se trouvait Mama Tola, la vraie nounou de Zara, son visage âgé gravé de tristesse, les mains tremblantes en prière. Amis, famille élargie et collègues étaient tous là, pleurant la nouvelle choquante. Une fois la cérémonie solennelle terminée, la foule se dispersa en chuchotements étouffés. Nia s'approcha de Julian, les yeux rougis par les pleurs. « Vous étiez avec elle. Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucune chance qu'elle ait survécu ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julian posa une main réconfortante sur l'épaule de Nia, image d'une fausse empathie. S'il y avait une chance, les gardes-côtes l'auraient trouvée. La tempête était trop violente. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. « Je suis tellement désolé. » Mama Tola le foudroya du regard, une suspicion tacite dansant dans ses yeux. Elle connaissait Zara depuis sa plus tendre enfance et trouvait étrange qu'une nageuse aussi forte ait disparu si facilement. Pourtant, elle n'avait aucune preuve tangible pour prouver le contraire. Néanmoins, ses instincts picotaient d'inquiétude. Dans les jours qui suivirent, Julian agit rapidement, contactant les membres du conseil d'administration d'Okwa Innovation, les banquiers et les avocats. Grâce à une stratégie juridique soigneusement orchestrée, et à la confiance initiale de Zara en lui, il commença à transférer des actifs à son nom. Il prétendit que c'était temporaire, une mesure nécessaire pour maintenir la stabilité de l'Empire jusqu'à ce que Zara soit officiellement déclarée décédée ou retrouvée vivante. Nia, déjà éprouvée émotionnellement, se retrouva confrontée à des rames de paperasse. Elle était toujours la conseillère juridique de l'entreprise, après tout. Sa suspicion grandit lorsqu'elle remarqua la rapidité avec laquelle Julian introduisait de nouvelles signatures et directives pour les comptes importants, y compris un fonds fiduciaire offshore. Mais chaque fois qu'elle le remettait en question, Julian brandissait une note juridique qui semblait porter la signature de Zara. Ses explications étaient fluides, truffées de raisons plausibles. Il insistait sur le fait qu'il s'agissait de mesures que Zara avait déjà approuvées pour protéger l'Empire si quelque chose lui arrivait. Seul dans son bureau un après-midi, Nia étudia un ensemble de ses documents, les sourcils froncés. Quelque chose clochait, la signature ressemblait à celle de Zara, mais le paraphe était légèrement différent. Elle se souvint de l'insistance répétée de Zara sur les objectifs philanthropiques. Pourtant, ces documents injectaient de l'argent dans des entreprises plus privées dont la transparence était douteuse. Quand Nia essaya d'en parler à Mama Tola, la vieille femme posa simplement une main sur celle de Nia et murmura « Garde les yeux ouverts, mon enfant. Demande conseil aux ancêtres. » Pendant ce temps, les médias faisaient l'éloge funèbre de Zara, la qualifiant de visionnaire disparue trop tôt. Les couvertures de magazines mettaient en avant ses réalisations philanthropiques, tandis que des émissions spéciales télévisées montraient des images d'elle souriant sur un yacht. Et en coulisses, Julian absorbait la sympathie et consolidait son pouvoir. Il ne se doutait guère que la seule femme capable d'exposer sa trahison reprenait des forces sur une île isolée. Maintenue en vie par l'océan même qu'il avait utilisé comme arme contre elle. De retour sur l'île isolée, Zara retrouvait lentement sa mobilité. Elle pouvait maintenant marcher sur de courtes distances sans aide et même aider Mama Tola à cueillir des herbes dans la forêt voisine. Le rythme de vie de l'île était lent. Se réveiller à l'aube, pêcher ou cueillir de la nourriture, partager des histoires le soir à la lueur d'une lanterne. C'était bien loin de son ancienne existence trépidante à Lagos. Pourtant, chaque matin, Zara se réveillait avec le besoin urgent de rentrer chez elle, de révéler la vérité. Elle ne savait tout simplement pas par où commencer. Elle n'avait pas d'argent, pas de téléphone et aucun chemin clair pour quitter cette étendue de terre isolée. Un jour, alors qu'elle préparait un cataplasme médicinal avec Mama Tola, Zara eut un éclair soudain. Elle vit le yacht, la tempête et le regard perçant de Julian. C'était plus qu'un souvenir. C'était comme revivre le moment. Elle laissa tomber les herbes, le cœur battant. « Qu'y a-t-il, mon enfant » demanda Mama Tola, l'inquiétude perçant dans sa voix. Zara s'agrippa au bord de la table en bois. « Je l'ai revu » murmura-t-elle. « Le moment où il m'a poussé. C'est si vif maintenant. Comme si ça venait de se passer. » Mama Tola la guida vers une chaise, posant une main sur son épaule.
Le traumatisme se cache parfois jusqu'à ce que tu sois assez forte pour y faire face, dit-elle doucement. Zara hocha la tête, les larmes lui brûlant les yeux. Je dois l'arrêter. Il est probablement en train de tout réclamer, peut-être même de dire que je suis morte. Mais comment quitter cette île? Mama Tola pencha la tête. Considérant. Un bateau de commerce arrivera dans une semaine ou deux pour échanger des provisions. Il pourrait nous emmener dans un port plus grand. De là, nous pourrons trouver un moyen de contacter tes proches. Un soulagement mêlé d'impatience envahit la poitrine de Zara. Une semaine ou deux lui semblait une éternité alors que Julian pouvait détourner sa fortune. Mais elle n'avait pas le choix, elle n'était pas en état de nager jusqu'au continent, et les communications étaient au mieux sporadiques. Ce soir-là, tandis que le bruit des vagues clapotait sur le rivage, Zara et Mama Tola s'assirent près d'un petit feu, sirotant des tasses de tisane. Les yeux sages de la vieille femme brillaient à la lueur du feu. « Raconte-moi ta vie, Zara ou quoi ?» Zara hésita avant de partager des fragments. Ses parents, leur empire, son travail philanthropique. Elle parla de ses rêves de révolutionner les technologies de nettoyage des océans et de fournir des bourses aux jeunes Africains. Elle mentionna également Niabello, sa meilleure amie et avocate, et Mama Tola, sa vraie nounou restée au pays, qui l'avait pratiquement élevée. « Et Julian ?» demanda doucement Mama Tola. Le visage de Zara s'assombrit. Il était charmant, doux au début. Je croyais qu'il m'aimait vraiment. C'est de ma faute de ne pas avoir vu les signes. Ce n'est pas de ta faute, dit fermement Mama Tola. Les gens qui trahissent la confiance sont seuls responsables de leurs actes. Ton cœur était sincère. Zara hocha la tête, les yeux brillants de larmes. J'espère qu'il reste encore quelque chose de l'empire de mes parents à sauver. Je ne peux pas le laisser détruire tout ce qu'ils ont construit. Mama Tola toucha la joue de Zara. Les ancêtres t'ont protégé de la mort pour une raison. Tu récupéreras ce qui t'appartient. Zara inspira profondément, laissant la résolution envahir ses veines. Elle refusait d'être une victime. Elle reviendrait, non pas comme une femme brisée, mais comme une tempête prête à reconquérir tout ce qui lui avait été volé. Les jours se transformèrent en une semaine, puis deux. L'arrivée du bateau de commerce fut retardée par le mauvais temps. L'anxiété de Zara monta en flèche. Pourtant, elle poursuivit ses exercices quotidiens. Elle pratiqua des techniques rudimentaires d'autodéfense avec Mama Tola, dont l'habileté agile surprit Zara. La vieille femme insistait sur le fait qu'un guerrier spirituel avait aussi besoin d'un corps fort. Le 15e jour, le bateau de commerce tant attendu accosta enfin au quai improvisé. Sa coque était abîmée, peinte d'un turquoise délavé. Un homme décharné coiffé d'un chapeau de paille descendit, criant des salutations aux villageois. Mama Tola s'approcha de lui, expliquant qu'elles avaient besoin d'un transport vers une ville portuaire plus grande. Il étudia Zara avec des yeux sceptiques, mais après quelques négociations et la promesse d'un paiement futur, il accepta. Ils partirent à l'aube le lendemain, le bateau tanguant dans les douces houles. Pendant le voyage, Zara resta principalement sous le pont, dissimulée dans un coin. Elle ne voulait pas risquer que quelqu'un qui pourrait la reconnaître ne fasse prématurément un rapport à Julian. Son cœur battait d'excitation et d'effroi. Chaque minute la rapprochait de la réalité qu'elle avait laissée derrière elle. Lorsqu'ils arrivèrent dans un port animé de l'île principale des Seychelles, l'air vibrait de commerce. Des étals vendaient du poisson frais, des fruits tropicaux et des souvenirs artisanaux. Des touristes en short et lunettes de soleil déambulaient, prenant des photos. « Reste près de moi », murmura Mama Tola, guidant Zara à travers la foule. « Nous trouverons un endroit calme pour nous reposer, puis nous planifierons notre prochain mouvement. » Elles trouvèrent une chambre exiguë au-dessus d'un modeste café. La propriétaire, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, fut facilement persuadée par le calme de Mama Tola. Zara garda la tête basse, portant un foulard pour masquer son visage. Cela faisait des semaines que le monde la croyait morte, alors peut-être était-elle en sécurité, mais la prudence était nécessaire. Ce soir-là, assise sur le balcon branlant surplombant la rue animée, Zara et Mama Tola discutèrent de la stratégie. Elles avaient très peu d'argent, qui provenait principalement des maigres économies de Mama Tola. Zara devait communiquer avec Nia ou quelqu'un en qui elle avait confiance. « J'ai besoin d'un téléphone et d'internet », dit Zara en tambourinant des doigts sur la rambarde en bois. Mama Tola hocha la tête. « Nous irons dans un cybercafé demain. J'en connais un tenu par un Nigérian. Il pourrait t'aider, discrètement. »
Zara expira de soulagement. Plus vite nous ferons cela, plus vite je pourrai exposer les crimes de Julian. Avant l'aube, un frisson de doute perça la détermination de Zara. Et si personne ne la croyait? Et si Julian avait raconté une histoire si convaincante que sa réapparition serait remise en question, même par ses plus proches? Elle s'enlaça, fixant la lueur lointaine de l'océan. Il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée depuis qu'elle organisait des galas philanthropiques et parcourait le monde pour plaider en faveur de la conservation marine. Maintenant, elle n'était qu'un visage de plus dans la foule, désespérée de retrouver son identité. Mais le doute ne devait pas s'installer. Elle se souvint des visages de ses parents, de la façon dont ils avaient nourri sa passion pour la mer. Elle pensa aux employés qui dépendaient de son leadership. Et elle imagina Mamatola, sa vraie nounou, attendant son retour sain et sauf à la maison. Renforçant sa résolution, elle murmura dans l'obscurité, « Je reviens, Julian. Et tu vas tout regretter. » De retour à Lagos, Julian avait organisé un grand service commémoratif en l'honneur de Zara, une fois de plus. Cette fois, il choisit une vaste salle de bal dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. La salle était ornée d'imposants arrangements floraux et de grands portraits de Zara, chacun dépeignant son sourire radieux. Des flots de participants élégamment vêtus entraient, échangeant des chuchotements discrets. Julian, vêtu d'un élégant costume noir, monta sur scène avec une expression solennelle. Un silence se fit dans la foule alors qu'il parlait du dévouement indéfectible de Zara à la conservation des océans, de son impact philanthropique et de son cœur magnifique. Les caméras capturèrent chaque instant, diffusant l'événement sur les plateformes de médias sociaux. Dans l'assistance, Nia regardait Julian avec un mépris glacial. Elle avait été occupée à enquêter en coulisses, déterminée à découvrir le moindre indice qui pourrait éclairer la disparition de Zara. Pourtant, tout restait frustrant et peu concluant. Les archives des gardes-côtes documentaient une tempête massive dans la région où Zara avait disparu. De multiples tentatives de recherche n'avaient abouti à aucune trace d'elle. Le temps passait, et chaque jour qui s'écoulait rendait plus plausible sa disparition définitive, ou du moins ce que Julian voulait que tout le monde croie. Mamatola, la vraie Mamatola, se tenait à côté de Nia, ses yeux brillants de suspicion. Elle se pencha et murmura, « Regarde-le. » Pas une larme à l'œil. Nia hocha sombrement la tête. Soit il cache bien son chagrin, soit, il y a autre chose. Lorsque le mémorial prit fin, Julian descendit de la scène, jouant le rôle d'un hôte affable. Il salua les sympathisants, recevant des étreintes et des condoléances. Mais au moment où il aperçut Nia, son visage se tendit. Il s'approcha d'elle avec un masque de chagrin soigneusement arrangé. « Comment vas-tu, Nia » demanda-t-il doucement. Elle força un sourire poli. « J'essaie de faire de mon mieux. » Zara était plus qu'une amie. C'était la famille. Julian hocha la tête, posant une main sur l'épaule de Nia. « Je ressens la même chose. Mon monde est plus vide sans elle. » Les lèvres de Mamatola s'amincirent, mais elle resta silencieuse, son regard fixé sur Julian comme un faucon. « Écoute, » continua Julian, gardant sa voix basse. « Je sais que c'est difficile, mais il y a des affaires urgentes concernant Okwa Innovation. Nous devons nommer une nouvelle figure de pro. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que le poste soit vacant. » Les yeux de Nia brillèrent. « Le siège de Zara au conseil peut rester vacant pendant un certain temps, Julian. Aucune loi n'exige un remplacement immédiat. Sauf si vous avez une autre raison de vous précipiter. » Il soupira théâtralement. « Je ne veux pas que son héritage s'effondre. Les investisseurs s'impatientent. Ils ont besoin d'être rassurés. » Nia serra la mâchoire, mais parvint à hocher la tête. « Bien. Mais nous faisons tout dans les règles. » Alors que Julian s'éloignait pour saluer un autre groupe, Mamatola murmura, « Il est pressé. Ses poches doivent se remplir rapidement. » Nia croisa les bras. « En effet. Et je ne vais pas le laisser piller l'empire que Zara a construit. » Dans un coin de la salle de bal se tenait le détective Komari, une grande silhouette aux traits aigus. Il n'était pas en uniforme, et aucune raison officielle n'avait été fournie pour sa présence. Il observait Julian à distance. Quelque chose de calculateur dans ses yeux. Nia lui avait confié ses soupçons une fois, et Komari, un vieil ami de la famille Okwa, avait décidé de garder un œil informel sur la situation. Sa présence au mémorial était un signal subtil pour Nia. « Je surveille toujours. » De la scène,
un violon doux commença à jouer, marquant la fin officielle du service. Les invités commencèrent à se disperser, laissant Julien seul à se prélasser dans la lueur de la sympathie. Il ne se doutait guère que ceux qui tenaient vraiment à Zara convergeaient régulièrement. Tels des pièces d'un puzzle, ils allaient bientôt s'aligner pour révéler la vérité cachée sous son deuil théâtral. Tard un soir, Nia était assise dans son bureau à domicile, entourée de piles de documents juridiques. La lumière du plafonnier projetait des ombres profondes, et ses yeux étaient fatigués par des heures de lecture de petits caractères. Elle sirota un café tiède, feuilletant les pages d'un contrat qui accordait à Julien l'accès à plusieurs comptes offshore de Zara. Le tourbillon de jargon juridique l'avait presque plongé dans un état second lorsqu'une clause particulière lui sauta aux yeux. Elle faisait référence à une directive de contingence, que Zara aurait signée quelques semaines seulement avant sa disparition. Mais la date semblait erronée. Elle coïncidait avec un gala de charité auquel Zara avait assisté avec Nia dans un autre pays. Il était impossible que Zara ait pu signer quoi que ce soit ce jour-là. Elle était à l'autre bout du continent. Le cœur battant, Nia fouilla dans d'anciens dossiers, cherchant la signature typique de Zara et la comparant à un document suspect. Bien que la signature ressemblât à celle de Zara, Nia décela une légère différence dans le paraphe du Z. C'était presque invisible à un œil non averti, mais elle avait étudié l'écriture de Zara pendant des années. Quelque chose n'allait pas. Mettant les dossiers de côté, Nia attrapa son téléphone pour appeler Mama Tola. La vieille femme avait également été présente à ce gala. Après 3 sonneries, Mama Tola répondit d'une voix endormie. « Bonjour mon enfant. »« Mama Tola, je suis désolé de vous réveiller, mais j'ai trouvé quelque chose d'important, » dit Nia précipitamment. Elle expliqua sa découverte, la voix tremblante d'excitation. « Si Zara n'a pas signé ce document, alors c'est un faux. Et si c'est un faux, nous avons la preuve que Julien manipule illégalement ses finances. » La voix de Mama Tola devint plus vive et urgente. « Qu'est-ce que cela signifie, légalement ?» Nia expira, se pinçant l'arête du nez. « Cela signifie que je peux contester le contrôle de Julien devant les tribunaux. Mais j'ai besoin de preuves solides. Pour l'instant, c'est suspect mais pas assez concluant pour l'inculper. J'ai besoin de plus de documents, peut-être des relevés bancaires ou une série de falsifications. » Elles terminèrent l'appel en prévoyant de se rencontrer à l'aube. Nia alluma ensuite son ordinateur portable, se connectant au coffre-fort numérique sécurisé où la plupart des fichiers de Zara étaient stockés. Elle tapa des mots de passe, parcourut les états financiers, croisa les dates de signature avec les carnets de voyage de Zara. À chaque nouvelle corrélation, un schéma émergeait. Julien avait orchestré de multiples transactions suspectes, toutes estampillées de la signature falsifiée de Zara. Ça y est, se murmura Nia, les yeux brillants d'une fureur déterminée. Elle était sur une grosse piste, et sa loyauté envers Zara alimentait chaque frappe de clavier. Le monde pouvait croire Zara morte, mais Nia refusait de laisser le nom de son ami être terni par la tromperie. Dans le coin de l'écran, une petite icône de chat clignota. Un de ses associés avait trouvé d'autres anomalies, mettant en évidence près d'une douzaine de mouvements de fonds suspects vers des comptes gérés uniquement par Julien. Les sommes étaient faramineuses. Si Nia pouvait prouver les falsifications, elle pourrait geler ses actifs et stopper le siphonnage de Julien. Alors que le soleil commençait à luire à l'horizon, Nia réalisa qu'elle n'avait pas dormi. Mais elle ne ressentait aucune fatigue, seulement de l'adrénaline. Elle enregistra chaque fichier sur une clé USB sécurisée. Une partie d'elle savait qu'elle devait être prudente. Julien pouvait avoir des yeux partout. Elle décida de ne se confier qu'au détective Camari ensuite. Si les soupçons de Camari coïncidaient avec les siens, il pourrait lancer une enquête discrète sans alerter Julien. Elle imagina le sourire radieux de Zara et murmura à la pièce vide, « Je ne te laisserai pas tomber, mon ami. Nous l'aurons. » Dans le cybercafé exigu de l'île de Séchoa, Zara tapait fébrilement. À côté d'elle, Mama Tola surveillait, observant la petite foule d'adolescents jouant sur les ordinateurs. Le bourdonnement des machines obsolètes formait un bruit de fond constant. Le cœur de Zara battait la chamade. Elle venait de réussir à se connecter à un compte email caché qu'elle avait créé à l'époque de l'université. Une adresse personnelle non enregistrée que même Julien ne connaissait pas. Elle espérait que Nia avait toujours les bonnes coordonnées pour son propre canal privé. Objet, je suis vivante. 2. Zio inconnu. A. Nia Bello, privé. Nia. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je suis vivante.
Julien a essayé de me tuer. Je suis en sécurité mais coincé. S'il te plaît, si tu reçois ceci, ne le dis pas à Julien. Ne fais confiance qu'à Mama Tola, celle du manoir. Et au détective Kamari. Je te recontacterai bientôt. Zara. Elle relut le message. Ses doigts tremblaient. C'était ça, le moment où elle tendait la main au monde dont elle avait été coupée. Avec une dernière profonde inspiration, elle cliqua sur « Envoyer ». Une vague de soulagement et de peur la submergea simultanément. L'email pourrait ne jamais atteindre Nia. Même si c'était le cas, Nia pourrait le rejeter comme un canular cruel. Mais Zara devait essayer. Ses yeux se tournèrent vers Mama Tola, qui hocha la tête avec encouragement. Aie confiance. Ton ami reconnaîtra ton cœur. Zara envoya également un bref message au service juridique de son entreprise, marqué « Confidentiel », indiquant que les documents accordant le contrôle à Julien n'étaient pas autorisés. Elle n'inclut pas de détails, juste un avertissement cryptique. Elle pria pour que quelqu'un enquête. Quand Zara eut terminé, son regard s'arrêta sur la fenêtre du café. Le reflet d'un grand homme inconnu planait derrière elle. Pendant une fraction de seconde, la terreur la saisit. Était-ce l'un des hommes de Julien? Mais il s'avéra n'être qu'un touriste attendant un ordinateur. Pourtant, les nerfs de Zara étaient à vif. En quittant le café, Zara et Mama Tola se dépêchèrent à travers le marché animé, rassemblant des provisions pour la prochaine étape de leur voyage. Zara acheta un téléphone jetable bon marché avec des minutes limitées. Elle le glissa dans sa poche comme une bouée de sauvetage. À la tombée de la nuit, elles retournèrent dans la minuscule chambre louée au-dessus du café. L'esprit de Zara bourdonnait, rejouant le risque qu'elle venait de prendre. Elle ne pouvait pas rester sur cette île éternellement. Tôt ou tard, elle devrait affronter Julien de front. Mais elle le ferait sagement, avec des preuves, des alliés et un plan qui ne laisserait aucune place à ses manipulations. Dans le silence de la nuit, elle ouvrit le téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. La ligne sonna, puis tomba sur la messagerie vocale. Mama Tola, sa voix se brisa alors qu'elle parlait dans le téléphone. Ma Mama Tola à la gosse. C'est moi, Zara. Je ne sais pas si tu recevras ça, mais s'il te plaît, fais confiance à tes instincts. Je suis vivante. Ne le laisse pas te tromper. Je t'aime. Elle termina l'appel, serrant le téléphone contre sa poitrine. Mama Tola regardait de l'autre côté de la pièce. Des larmes brillaient dans ses yeux anciens. Ta vraie nounou entendra bientôt ta voix, murmura-t-elle. Courage, mon enfant. Zara s'allongea sur le mince matelas. L'épuisement la submergeait. Le poids de son message à Nia la réconfortait et la terrifiait à la fois. Demain, le jeu changerait si Nia la croyait. Sinon, Zara resterait telle qu'elle, seule, menant une guerre cachée contre l'homme qui lui avait volé sa vie. Le détective Kamari était assis dans son bureau faiblement éclairé, l'odeur de vieux café flottant dans l'air. Il venait de rentrer d'une série d'entretiens avec les membres l'équipage du yacht. Julien les avait grassement payés pour maintenir la version officielle. Zara était tombée par-dessus bord pendant la tempête, et les tentatives de sauvetage avaient été vaines. Pourtant, l'intuition de Kamari lui disait qu'il y avait plus à l'histoire. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra. Un nouveau message de Nia. Besoin de se rencontrer. Urgent. Il attrapa ses clés de voiture, se faufilant dans la circulation de la gosse jusqu'à un café discret près du poste de police. Nia était déjà là, assise dans une banquette d'angle avec un dossier épais. Elle avait l'air pâle, des cernes sous les yeux. Kamari se glissa sur le siège en face d'elle. « Raconte-moi tout », dit-il sans préambule. Nia inspira profondément, puis exposa ses découvertes. Les signatures suspectes, les dates de transactions douteuses, et le fait que Zara n'aurait pas pu signer ces documents. Elle mentionna également un email cryptique d'un compte inconnu affirmant que Zara était vivante. Les yeux de Kamari s'écarquillèrent. Un email? L'as-tu tracé? Nia secoua la tête. Il provenait d'une adresse non enregistrée. Mais les détails, il y avait certains mots que seule Zara connaîtrait. Je ne peux pas prouver que c'est elle, mais chaque instinct crie que si. Kamari se frotta les tempes. Si Zara est vivante, et que Julien a orchestré sa disparition, alors il commet une fraude à grande échelle.
Peut-être une tentative de meurtre. Mais nous ne pouvons pas simplement l'accuser sans preuve concrète. Il est puissant, et le conseil pourrait se ranger de son côté s'il la croit morte. Nia ouvrit le dossier, révélant les preuves qu'elle avait compilées. Nous commençons par ça. Nous pouvons aussi essayer de localiser l'email, bien que ce soit difficile s'ils ont utilisé un réseau public. Mais c'est quelque chose. Kamari hocha la tête, parcourant les pages. Je ferai ce que je peux pour que Julien ne se doute de rien. Nous ne voulons pas qu'il panique et s'enfuit. Pendant ce temps, tu devrais continuer à rassembler tout ce que tu peux trouver d'autre. Nous construirons un dossier brique par brique. Dehors, le tonnerre grondait. Une averse soudaine martelait le toit en tôle du café, créant une cacophonie qui noyait leur conversation aux oreilles curieuses. Nia se pencha plus près. Fais attention, Kamari. Julien pourrait ne reculer devant rien pour se protéger. Il croisa son regard, la résolution ferme dans ses yeux. Je sers la justice, Nia. Je dois bien ça à Zara et à l'héritage de sa famille. Ils se séparèrent sous le torrent de pluie. Nia serra le dossier contre sa poitrine, s'attendant à moitié à ce qu'une voiture banalisée déboule au coin de la rue. La paranoïa la rongeait. Julien avait des ressources. De l'argent, des avocats, peut-être même des officiers corrompus dans sa poche. Pourtant, elle refusait de se laisser intimider. Plus tard dans la nuit, le détective Kamari se rendit au laboratoire de police scientifique pour s'enquérir discrètement de la vérification des signatures. Le technicien de laboratoire lui devait une faveur et accepta d'effectuer des tests en secret. Kamari mit également une surveillance discrète sur les activités financières de Julien. Si l'affirmation de l'email de Zara était vraie, et qu'elle les recontactait, Kamari voulait être prêt. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, une faible lueur d'espoir vacilla pour Nia et Kamari. Il tirait peut-être enfin le bon fil pour dénouer la tapisserie de mensonges soigneusement tissée par Julien. Zara retourna dans la petite chambre au-dessus du café après une autre journée passée à écumer les cabines téléphoniques locales à la recherche de la moindre lueur de progrès. La communication restait sporadique, mais elle était certaine que son message à Nia mettrait les choses en branle. Son esprit agité ne supportait pas l'oisiveté, alors elle passait ses soirées à élaborer un plan avec Mama Tola. Les deux femmes étaient assises à une table de fortune, une unique lampe vacillante éclairant leurs notes. Zara avait griffonné une stratégie générale sur des bouts de papier. Étape 1, rassembler des preuves irréfutables de la fraude de Julien. Étape 2, l'exposer au conseil d'administration d'Okwa Innovation, aux médias et aux forces de l'ordre. Étape 3. Reprendre sa position légitime et le tenir responsable. Mais comment exécuter ces étapes alors que la moitié du monde la croyait morte? Mama Tola étudia le plan de Zara, tapotant son menton avec un doigt. Tu auras besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un d'assez puissant pour influencer le conseil. Zara hocha la tête. C'est pour ça que Nia est là, bien qu'elle ne puisse pas le faire seule. Le conseil pourrait être trop intimidé par les manigances de Julien. Les yeux sages de Mama Tola brillèrent. Alors tu as besoin d'un poids lourd financier. Un investisseur qui admirait vraiment ta vision et n'a jamais été influencé par le charme de Julien. L'esprit de Zara parcourut une liste mentale d'alliés potentiels. Des noms firent surface, mais un seul se démarqua comme particulièrement fidèle à sa cause. Duke Thompson, un investisseur discret qui s'était associé à elle sur plusieurs projets philanthropiques avant l'arrivée de Julien. Elle se souvint qu'il avait loué sa mission, soulignant que la passion et l'intégrité étaient ce qui l'avaient attiré à investir dans Okwa Innovation. Oui, Duke Thompson, souffla Zara. Il a assez d'influence pour influencer d'autres investisseurs. Et je lui fais confiance. Il n'a jamais essayé d'exploiter ma richesse. Mama Tola sourit, posant une main réconfortante sur le bras de Zara. Contacte-le, mon enfant. Tu auras besoin de nombreuses mains pour naviguer dans cette tempête. Tôt le lendemain matin, Zara utilisa son téléphone jetable pour appeler le bureau privé de Duke. Son cœur battait la chamade pendant que ça sonnait, s'attendant à moitié à ce que la ligne soit coupée. Finalement, une voix professionnelle et nette répondit, « Bureau de Duke Thompson, comment puis-je vous aider ?» Zara marqua une pause, déglutissant. « Puis-je parler à Duke Thompson ?» C'est au sujet de Zara Okwa. Il y eut un moment de silence, puis la réceptionniste répondit, « M. Thompson n'est pas disponible pour le moment. Puis-je prendre un message ?» Le désespoir de Zara monta en flèche.
Elle devait être prudente. Dites-lui que la femme qu'il a autrefois appelée l'âme de la mer a besoin d'aide. Elle se souvenait de cette phrase d'un dîner auquel Duc avait assisté. Il comprendra. Elle termina l'appel, tremblante à la réalisation du risque que cela représentait. Julien pouvait avoir des yeux sur les communications de Duc Thomson, ou peut-être que Duc s'était déjà rangé du côté de Julien. Mais elle devait essayer toutes les options. Ce soir-là, alors qu'elle préparait un repas simple, Mama Tola alluma une radio à pile. Des bulletins d'information crépitant dans plusieurs langues allaient et venaient. Soudain, un titre fit sursauter le cœur de Zara. Julian Blake, veuf de la défunte héritière milliardaire Zara Okoa, a annoncé aujourd'hui une restructuration majeure chez Okoa Innovation. Zara agrippa la radio, écoutant attentivement. Le journaliste détailla comment Julian, agissant désormais en tant qu'actionnaire majoritaire par intérim, prévoyait de lancer sa propre marque sous l'égide de l'entreprise, en se concentrant sur les paquebots de luxe. Cette décision visait à revitaliser l'image publique de l'Empire, bien que les critiques aient affirmé qu'elle abandonnait le cœur philanthropique de Zara. La rage et le chagrin s'entremêlèrent dans la poitrine de Zara. C'était exactement ce qu'elle craignait, Julian détournant l'héritage de ses parents pour s'enrichir. Elle regarda Mama Tola, les yeux embués de larmes d'indignation. Il ne me vole pas seulement, il démantèle tout ce pour quoi j'ai travaillé. Murmura Zara, la voix tremblante de fureur. Mama Tola hocha solennellement la tête, posant une main douce sur l'épaule de Zara. Alors nous l'arrêterons, dit-elle doucement. Nous le ferons tomber, pièce par pièce. Tu as survécu pour ce moment. Zara fixa la lumière de la lampe, cette lueur de feu juste flamboyant plus fort. Le plan directeur était en cours, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Julien entra d'un pas assuré dans la salle de conférence aux parois de verre d'Okoa Innovation, un sourire confiant plaqué sur son visage. Il portait un costume bleu marine surmesuré, sous son apparence soignée, une vague de triomphe le parcourait. Aujourd'hui, il avait l'intention de finaliser le lancement de la nouvelle marque, sa marque, alimentée par les finances colossales ayant appartenu autrefois à Zara. Les membres du conseil d'administration murmurèrent des salutations, et Julien leur adressa un signe de tête gracieux. Ils s'étaient habitués à sa présence, beaucoup étant captivés par ses promesses de rendement lucratif. Le siège à la tête de la table, autrefois occupé par Zara, restait maintenant vide en guise de geste symbolique. Mais Julien n'avait guère l'intention de le laisser vide indéfiniment. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, posant ses mains sur la surface lisse de la table. « Je vous remercie de votre patience pendant cette période difficile. Comme vous le savez, notre bien-aimée Zara a laissé derrière elle un héritage monumental. Je crois qu'il est de notre responsabilité d'évoluer et de nous adapter, afin d'assurer la prospérité de son empire. » Quelques membres hochèrent la tête avec enthousiasme, tandis que d'autres conservaient des expressions réservées. Nia était assise près du bout de la table, les bras croisés, son visage ne trahissant aucune émotion. Le détective Camari lui avait conseillé de maintenir Julien dans l'ignorance pendant qu'il rassemblait plus de preuves. Après avoir exposé sa grande vision d'une flotte de paquebots de croisière luxueux, un changement radical par rapport à l'objectif de Zara de nettoyage des océans, Julien demanda un vote de confiance. Comme il s'y attendait, la plupart des mains se levèrent en sa faveur, avides de profits potentiels. La main de Nia resta baissée. Le regard de Julien vacilla vers elle. « Nia, avez-vous quelque chose à ajouter » demanda-t-il, la voix froide. Elle releva le menton. « Je ne crois pas que cela corresponde à la mission principale de Zara. C'est un manque de respect envers tout ce qu'elle a construit et défendu. » Julien expira, adoptant un ton compatissant. « J'apprécie votre inquiétude, mais nous devons penser à l'avenir. Peut-être êtes-vous encore en deuil, incapable de voir la situation dans son ensemble. » Serrant les dents, Nia choisit de garder le silence. Elle regarda les autres membres du conseil approuver le plan, donnant ainsi le feu vert au projet de Julien. Il sourit, concluant la réunion par un signe de tête triomphant. Mais alors que les membres se dispersaient, il accula Nia près de la sortie. « Je comprends votre loyauté envers Zara, » dit-il doucement, « mais je détesterais que des sentiments déplacés nuisent à l'avenir de cette entreprise. » Nia ravala une réplique cinglante. Au lieu de cela, elle offrit un sourire crispé. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour Okoa Innovation. » Sur ce, elle quitta la salle de conférence, le cœur battant. Elle se précipita vers son bureau, où elle ferma la porte à clé et appela le détective Camari. « C'est pire que ce que nous pensions.
dit-elle en expliquant le vote. La voix de Kamari était sombre. Nous avons besoin de plus de poids, quelque chose d'indéniable. Garde un œil sur lui. Au moindre signe d'affaire louche, tu m'alertes immédiatement. À l'insu de Julian, l'enquêteur privé que Kamari avait engagé était déjà en train de découvrir des incohérences dans les journaux de bord officiels du yacht. Un matelot qui avait été soudoyé décida de parler après avoir reçu un tuyau anonyme indiquant que les autorités examinaient l'affaire. Il avoua que Julian les avait soudoyés pour qu'ils gardent le silence sur des détails cruciaux des derniers moments de Zara sur le yacht. Lentement, les murs commencèrent à se refermer sur Julian. Un malaise subtil le gagnait, se manifestant par des sautes d'humeur brusques et une paranoïa accrue. Il changea les protocoles de sécurité au manoir, voyageant rarement sans garde, mais il continua à projeter une image de sang-froid en public, poursuivant sa grande restructuration. Petit à petit, son empire de tromperie vacillait sur ses fondations, comme un bâtiment imposant aux fissures capillaires qui menaçaient de tout faire s'effondrer. Un brouhaha de conversation emplit le hall d'Okwa Innovation un matin alors que les employés remarquaient quelque chose d'inhabituel. Duke Thompson, un investisseur reclus mais influent détenant une participation significative dans l'entreprise, était arrivé à l'improviste. Grand, réservé et impeccablement vêtu, Duke se dirigea discrètement vers l'étage de la direction, accompagné de sa petite suite. Il offrit des sourires polis mais ne révéla aucune intention derrière sa visite. Julian était en pleine conversation avec un directeur marketing lorsque son assistante fit irruption dans la pièce. « Monsieur, Duke Thompson est ici. Il veut vous rencontrer immédiatement. » Pris au dépourvu, Julian congédia le directeur et se hâta vers la salle de conférence de la direction. Là, il trouva Duke qui attendait, une mallette à ses côtés. « Bonjour Monsieur Blake. » Duke commença en croisant les bras. « Je suppose que vous savez pourquoi je suis ici. » Julian masqua sa surprise par un sourire confiant. « Duke, ça fait un moment. Je suppose que vous êtes ici pour le lancement de la nouvelle marque. » Les yeux de Duke se rétrécirent. « En partie. Je suis ici parce que mon éthique personnelle exige que j'examine plus en profondeur ces changements drastiques. Zara Okwa était une amie. Elle valorisait la conservation des océans. Pourtant, il semble que vous détourniez une partie des fonds de l'entreprise vers des entreprises de luxe. » Julian força un rire. « Je comprends vos préoccupations, mais nous avons réglé cela avec le conseil d'administration. Les bénéfices des croisières pourront ensuite financer des projets de conservation. C'est une stratégie à long terme. » Duke pencha la tête, peu convaincu. « Je vois. Eh bien, je convoque une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour discuter d'une nouvelle proposition. J'ai quelques nouvelles idées. » Malgré son calme apparent, Julian ressentit une pointe d'inquiétude. « Certainement, réussit-il à dire. Je suis ouvert à vos idées. » Cet après-midi-là, le conseil d'administration se réunit dans la grande salle de réunion. Duke Thompson prit la parole, présentant des diapositives sur une nouvelle initiative qui faisait écho au cadre philanthropique original de Zara. La surprise? Les diapositives portaient toutes le nom de Zara Okwa, comme si elle y avait contribué. Des halètements parcoururent la pièce. Nia croisa le regard de Julian. Il avait l'air secoué. Duke conclut sa présentation par une déclaration audacieuse, « Je crois que c'est ce que Zara aurait voulu. Et pour garantir que son héritage reste intact, je propose de rétablir le siège de Zara à la table jusqu'à ce qu'elle soit légalement déclarée décédée. À défaut, nous nommerons un PDG par intérim aligné sur la mission de Zara. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je m'offre humblement comme ce gardien, si le conseil est d'accord. » Un silence stupéfait suivit. Julian serra les poings sous la table. Il ne s'était jamais attendu à ce que Duke le défie aussi ouvertement. Se raclant la gorge, Julian força un sourire poli. « Duke, votre respect pour la mission de Zara est admirable. Mais nous avons déjà pris des mesures pour nous réorganiser. Votre proposition ne risquerait-elle pas de faire dérailler les progrès ?» Duke le regarda fixement. « Je ne crois pas, en fait, je pense que cela corrigera le tir. Nous devrions le mettre aux voix. » Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. Une vague de confusion et de tension enveloppa la pièce. Certains y virent une opportunité de restaurer la réputation philanthropique de l'entreprise. D'autres s'inquiétèrent d'entrer en conflit avec le pouvoir fraîchement acquis de Julian. Nia, sentant le moment parfait,
appuya la proposition de Duc. Je vote en faveur, dit-elle fermement. Une poignée d'autres membres, qui avaient précédemment bénéficié de l'approche philanthropique de Zara, la soutinrent également. Les membres restants marmonnèrent des réserves ou des demandes de données supplémentaires. Néanmoins, la motion gagna suffisamment de terrain pour être prise au sérieux. Très bien, dit le président du Conseil, essayant de maintenir la neutralité. Nous tiendrons un vote officiel la semaine prochaine. Les deux parties pourront présenter des preuves et des arguments supplémentaires. Alors que la réunion était levée, Julien s'approcha de Duc. Un coup audacieux, dit-il, tentant un ton modéré. J'espère que cela ne suscitera pas de conflit inutile. Duc le regarda fixement. Je pense que le conflit existe déjà, Julien. Je ne fais que le mettre à jour. Sur ce, il se tourna et sortit, laissant Julien fulminer dans l'ombre de sa confiance chancelante. Pour la première fois, l'emprise de Julien sur l'entreprise lui parut ténue, menacée par une force qu'il ne comprenait pas entièrement. Une force guidée, peut-être, par la main invisible de Zara. Une semaine plus tard, la salle du Conseil d'Okwa Innovation bourdonnait d'anticipation. La réunion spécialement convoquée pour discuter de la proposition de Duc Thompson était sur le point de commencer. Des caméras des principaux médias financiers bordaient le hall, capturant des images des actionnaires et des cadres à leur arrivée. Julien prit place à la tête de la table, projetant une autorité calme. De l'autre côté était assis Duc Thompson, flanqué de Nia Bello. La tension était palpable. Le président du conseil d'administration se racla la gorge, ouvrant la séance. La réunion d'aujourd'hui vise à déterminer si nous nommons Duc Thompson PDG par intérim conformément à l'héritage philanthropique de Zara Okwa ou si nous continuons sous la structure actuelle. Procédons aux derniers arguments. Avant que Duc ou Julien ne puissent parler, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent en grand. Un silence tomba sur la foule alors qu'une silhouette, vêtue d'un costume pâle et d'un foulard, entrait. Elle se déplaçait avec une grâce mesurée, sa posture droite et déterminée. Des halètements et des murmures résonnèrent. Lentement, la femme retira son foulard, révélant des cheveux tressés qui encadraient un visage familier, un visage autrefois présumé mort. Zara Okwa se tenait là, vivante et indéniable, son regard féroce. Nia bondit sur ses pieds, les larmes aux yeux. Duc Thompson poussa un soupir de soulagement silencieux. Julien, abasourdi, se leva à moitié de sa chaise, son expression oscillant entre l'incrédulité et l'horreur. Journalistes et caméras se bousculaient à la porte, essayant d'apercevoir le spectacle. La salle du conseil éclata en cris d'étonnement. Elle est vivante? Comment est-ce possible? Madame Okwa, pouvez-vous nous le dire? Zara, que s'est-il passé? Zara leva une main, exigeant le silence. La pièce se calma, tous les yeux fixés sur elle. Mesdames et messieurs du conseil, mes estimés collègues, commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. Je me tiens devant vous au jour d'Achu. Ils n'ont pas comme un fantôme, mais comme Zara Okwa, la propriétaire et fondatrice légitime de cet empire. Les rumeurs de ma mort étaient, comme vous pouvez le voir, grandement exagérées. Son regard se fixa sur Julien, qui semblait figé. Julien Blake, mon mari, dit-elle, son ton d'une politesse glaçante. Je crois que vous devez une explication à beaucoup de gens ici. Plus précisément, comment vous en êtes venu à prendre le contrôle de mes actifs? La gorge de Julien se noua. Pendant une fraction de seconde, il tenta de reprendre contenance. Zara, balbutia-t-il, forçant un sourire tremblant. Est-ce vraiment toi? Mon Dieu, je te croyais. Tu étais perdu en mer. Nous t'avons tous pleuré. L'expression de Zara se durcit. Me pleurer tout en falsifiant ma signature sur de multiples documents? Ou en transférant des fonds sur des comptes privés et en lançant une marque qui méprise totalement l'œuvre de ma vie? La pièce bourdonna de conversations étouffées. Certains membres du conseil fixaient Julien avec un choc ébahi. D'autres arboraient des expressions de triomphe ou de soulagement. Nia s'avança, brandissant un dossier. Nous avons des preuves que Julien a falsifié des signatures et manipulé des registres d'entreprise. Le détective Kamari a vérifié les témoignages de l'équipage du yacht, révélant que la chute de Zara par-dessus bord n'était pas un accident. Kamari, qui se tenait à l'arrière, s'avança pour confirmer. À compter de ce matin, un mandat d'arrêt contre Julien Blake a été émis. Nous ne pouvons pas encore forcer les choses,
étant donné que nous finalisons toujours les expertises, mais nous sommes proches. Le visage de Julien se tordit de colère. Il bondit sur ses pieds. Vous ne pouvez rien prouver, cria-t-il en frappant du poing sur la table. Zara, s'il te plaît, quoi qu'il soit arrivé, c'était un accident. Tu dois me croire. J'ai essayé de te sauver. Zara expira, sa voix résonnant d'une puissance tranquille. J'ai vu ton visage juste avant que tu ne me pousses. Ce n'était pas un accident, Julien. Tu m'as laissé pour morte. Un silence étranglé saisit la pièce. 2 officiers en uniforme, alertés par Camari, attendaient juste à l'extérieur. Un tourbillon de flashs d'appareils photo éclata alors que les journalistes documentaient chaque seconde de cette confrontation extraordinaire. Zara laissa son regard errer sur les visages stupéfaits des membres du conseil. Je reprends mon poste de PDG avec effet immédiat, annonça-t-elle. Et Duke Thompson sera mon QPDG, assurant la transparence à l'avenir. Le président hocha rapidement la tête. Oui, bien sûr, Madame Okwa. Ce conseil soutient pleinement votre retour. Les yeux de Julien cherchaient désespérément une issue. Mais il n'y en avait aucune. Pas avec les caméras et la sécurité bloquant chaque sortie. À cet instant, il réalisa que sa façade méticuleusement construite venait d'imploser, en direct, sous les yeux du monde des affaires tout entier. Alors que la salle du conseil éclatait dans le chaos, les membres du conseil bavardant, les journalistes criant des questions, Zara fit signe à Nia, qui inséra soigneusement une clé USB dans le projecteur principal de la salle. Le grand écran scintilla, faisant taire la foule. Le visage de Julien devint cendré alors qu'il réalisait ce qui pourrait arriver. Ces images, commença Nia, la voix assurée, ont été récupérées d'une caméra GoPro cachée qu'une des amies de Zara lui avait donnée avant son voyage. Elle avait prévu d'enregistrer des images de conservation marine sur le yacht, ignorant qu'elle documentait sa propre tentative de meurtre. Le projecteur s'alluma, montrant une vidéo tremblante mais claire. Les voix de Zara et Julien émergèrent par-dessus le rugissement des vents de tempête. Zara se tenait sur le pont du yacht, la tempête s'intensifiant autour d'elle. Julien s'approcha, et bien que l'angle fût décalé sur un côté, l'objectif le captura en train de pousser Zara par-dessus bord. Son cri déchira les images alors que la caméra tombait, finissant par s'éteindre. Des halètements d'horreur et d'incrédulité résonnèrent dans la salle de conférence. Certains spectateurs se couvrirent la bouche, tandis que d'autres foudroyaient Julien du regard avec dégoût. Le détective Camari se tourna vers Julien, qui tremblait maintenant de rage et de peur. « Menteur !» siffla Julien, mais ses mots tombèrent à plat. Les yeux de Zara brillèrent d'une douleur et d'un triomphe mêlés. « C'est toute la preuve dont j'ai besoin. Tu as fait de moi une victime, Julien, mais j'ai refusé de mourir. » Julien se jeta par-dessus la table dans une tentative désespérée de saisir la clé USB, mais les officiers en uniforme se précipitèrent, l'immobilisant. Les appareils photo crépitèrent sans cesse, capturant chaque seconde de la lutte dramatique. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» hurla Julien, son masque de calme suave complètement brisé. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour l'entreprise. » Le détective Camari s'avança, sa voix calme et décisive. « Julien Blake, vous êtes sous enquête pour tentative de meurtre, fraude et détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Le visage de Julien se tordit de haine alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Il se débattit un instant, puis sembla s'effondrer sur lui-même, sachant qu'il n'y avait aucune issue à ces preuves accablantes. Zara, le cœur battant, releva le menton. Une émotion écrasante la submergea, colère, soulagement, chagrin pour ce qui avait été perdu. Mais elle se tenait droite, une figure incassable aux yeux de tous les présents. Les médias diffusèrent la scène en temps réel. À la fin de la journée, les images étaient devenues virales dans le monde entier. Les plateformes de médias sociaux explosèrent d'indignation et de soutien, louant la résilience de Zara et condamnant la trahison de Julien. Même les sceptiques de longue date furent contraints d'admettre que les histoires autrefois incrédules sur sa disparition avaient été remplacées par des preuves indéniables. Devant les fenêtres de la salle de conférence, la ligne d'horizon de Lagos scintillait sous le soleil éclatant, contrastant vivement avec l'obscurité que Julien avait tenté de déchaîner sur la vie de Zara. Avec les preuves en main et le public derrière elle, Zara Okwa avait non seulement survécu, mais elle avait reconquis son empire et sa dignité. En quelques heures,
Les organes de presse se bousculèrent pour couvrir ce développement choquant. L'histoire explosa dans les gros titres et sur les réseaux sociaux. Harris revient d'entre les morts, son mari accusé de tentative de meurtre. Zara Okwa expose des images du yacht, Julian Blake arrêté. La PDG décédée d'Okwa Innovation met en scène un retour épique. Pendant ce temps, les actifs de Julian furent rapidement gelés par décision de justice. Les enquêteurs saisirent ses appareils personnels, passant au crible les emails, les comptes offshore et les transactions suspectes. En quelques jours, d'autres preuves incriminantes firent surface. Le public, autrefois compatissant envers le mari endeuillé, se retourna violemment contre lui. Les talk-shows de fin de soirée ridiculisèrent Julian, le dépeignant comme le pire chercheur d'or de l'histoire récente. Des mèmes inondèrent Internet, montrant des captures d'écran de son visage stupéfait menotté. Les influenceurs partagèrent des messages de soutien à Zara, louant sa force et son endurance. De retour au manoir Okwa, Mama Tola pleura de joie lorsque Zara franchit enfin les grandes portes. Elles s'étreignirent longuement, les larmes coulant sur leurs joues. Mama Tola murmura des prières de gratitude à voix basse, remerciant les ancêtres d'avoir protégé son enfant. Nia les rejoignit, et les trois femmes s'étreignirent, le soulagement se mêlant à la tristesse de ce qu'elles avaient enduré. « Tu l'as fait, Zara » murmura Nia, la voix chargée d'émotion. « Tu es revenue plus forte que jamais. » Zara réussit un sourire tremblant. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, ni sans le détective Kamari, ni sans Duke Thompson. » Juste à ce moment-là, Duke apparut dans le hall, ayant suivi Zara chez elle à son invitation. Il adressa un signe de tête respectueux à Mama Tola, puis se tourna vers Zara. « Le conseil est impatient de voir votre leadership. Je ne les ai jamais vus aussi unis. » Le sourire de Zara était doux. « Vous m'avez défendu avant même de savoir que j'étais en vie. Je ne l'oublierai jamais. J'ai toujours cru en votre vision, » répondit Duke, la sincérité colorant ses paroles. Leur conversation fut interrompue par le bruit des appareils photo crépitant à l'extérieur. Une foule de journalistes s'agglutinait aux grilles du manoir, criant des questions et prenant des photos. Zara avait fait une brève déclaration à la presse à son retour, mais l'appétit des médias pour chaque détail de son histoire semblait insatiable. S'éloignant des fenêtres, Zara et Duke se retirèrent dans l'ancien bureau de son père. C'était un sanctuaire tranquille rempli de livres reliés en cuir et de souvenirs des voyages de ses parents à travers le monde. Elle passa ses doigts sur une photo encadrée de sa famille sur un yacht, l'une des dernières qu'ils avaient prises avant l'accident fatal qui avait coûté la vie à ses parents. L'ironie d'avoir failli mourir elle-même sur un yacht ne lui échappait pas. « Comment te sens-tu » demanda doucement Duke, s'asseyant en face d'elle. « Fatigué. » admit-elle en s'enfonçant dans un fauteuil. En colère contre Julian, reconnaissante envers tous ceux qui ont cru en moi, et, incertaine. Il y a tant à reconstruire. Duke se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Tu as le temps. La première étape est de s'assurer que Julian subisse toute la force de la loi. Une fois cela fait, nous pourrons commencer à reconstruire Okwa Innovation comme tu le souhaites. Les yeux de Zara brillèrent de détermination. Je veux de nouvelles bourses, des laboratoires de recherche plus avancés, des initiatives élargies de nettoyage des océans. Tout ce que j'avais prévu avant que Julian n'essaie de me saboter. Duke sourit. Tu l'auras. Le conseil est derrière toi, et le public se rallie à ta cause. Les actionnaires verront la sagesse d'investir dans ton approche philanthropique maintenant que la marque est sous les feux de la rampe mondiale. Ils parlèrent jusque tard dans la nuit, parfois interrompus par Mama Tola offrant du thé ou Nia faisant irruption avec des mises à jour. Et à chaque heure qui passait, le monde au-delà des portes bourdonnait d'une fascination intense, presque révérencieuse, pour l'héritière qui avait survécu à une trahison impitoyable. Quelques mois plus tard, le procès contre Julian Blake s'ouvrit. Qualifié par la presse de « procès du siècle », il attira l'attention internationale. Des carsses de reportages bordaient les rues devant la haute cour de Lagos, et des foules se rassemblaient quotidiennement dans l'espoir d'apercevoir Zara Okwa entrant ou sortant du palais de justice. Zara arrivait chaque jour avec une dignité tranquille, vêtue d'une tenue professionnelle modeste. Elle évitait les déclarations grandiloquentes et le sensationnalisme des tabloïds qui tourbillonnaient autour d'elle. Son seul objectif était de témoigner sincèrement, déterminé à ce que justice soit rendue. Le procureur présenta un ensemble de preuves accablantes, des dossiers financiers, des signatures falsifiées, des témoignages de l'équipage du yacht soudoyé et, plus incriminant encore, les images de la GoPro montrant Julian poussant Zara par-dessus bord.
La salle d'audience tombait souvent dans le silence lorsque la vidéo était diffusée, le juge et le jury visiblement secoués par sa clarté indéniable. Du côté de la défense, les avocats de Julian tentèrent de raconter une histoire de conflits conjugaux et d'accidents malheureux. Ils soutinrent que la vidéo était hors contexte, affirmant qu'elle montrait un couple luttant contre la tempête. Julian lui-même témoigna, proclamant en larmes son amour pour Zara et déclarant qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Zara regardait depuis le banc des plaignants, la mâchoire serrée. Chaque fois que Julian l'appelait « ma femme bien-aimée », elle ressentait une vague de colère. Elle se força à rester calme, faisant confiance aux preuves plutôt qu'aux explosions émotionnelles. Le dernier jour, Zara témoigna. La galerie se tut, tous les yeux rivés sur elle. Elle parla avec un calme mesuré, racontant les détails du voyage d'anniversaire, la tempête et le moment où Julian l'avait poussée. Elle décrivit son réveil dans un village de pêcheurs isolés, sa lutte pour survivre et son retour éventuel pour trouver ses actifs sous son contrôle. L'avocat de la défense tenta de la coincer avec des questions indiscrètes. Avait-elle bu? Sa mémoire aurait-elle pu être défaillante? Avait-elle fabriqué des parties de l'événement pour accuser Julian d'un accident tragique? Mais chaque ligne d'interrogatoire faiblit face à son souvenir clair et aux preuves médico-légales à l'appui. Lorsque son témoignage prit fin, la salle d'audience était si silencieuse qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement de la climatisation. Zara descendit, se sentant à la fois épuisée et étrangement libérée. Elle avait affronté l'homme qui l'avait trahi devant un tribunal, et elle avait dit la vérité au monde entier. Le jury délibéra pendant 2 jours, la tension saisissant le public. Lorsque le verdict arriva enfin, les journalistes se bousculèrent pour le diffuser en direct. Le juge demanda à Julian de se lever. En matière de tentative de meurtre, de fraude et de détournement de fonds, nous déclarons l'accusé, Julian Blake, coupable de tous les chefs d'accusation. Un grand murmure se répandit dans la salle d'audience. Le visage de Julian se tordit d'horreur, puis il s'effondra sur son siège, les mains tremblantes. Le juge poursuivit en détaillant les lignes directrices de la peine, indiquant que Julian passerait de nombreuses années derrière les barreaux, avec des sanctions financières substantielles. Zara ferma les yeux, un soulagement l'envahissant. Des larmes coulèrent sur ses joues, un mélange de triomphe et de chagrin. Aucune punition n'effacerait la trahison, mais elle avait retrouvé son avenir, et celui de l'empire de ses parents. En sortant du palais de justice, les caméras affluèrent, réclamant des commentaires. Zara ne s'arrêta que brièvement, faisant une déclaration concise, « Je remercie le système judiciaire d'avoir maintenu la justice. J'espère que mon expérience pourra inspirer d'autres personnes à rester vigilantes, à faire confiance à leur instinct et à se battre pour ce qui est juste. » Puis elle monta dans la voiture qui l'attendait, du Kenya à ses côtés, sachant qu'elle avait franchi le dernier seuil d'un sombre chapitre pour entrer dans la lumière d'un nouveau commencement. La condamnation de Julian étant assurée, Zara ne perdit pas de temps pour réaffirmer son leadership chez Okwa Innovation. Elle tint une grande conférence de presse dans l'atrium du bâtiment, diffusée en direct sur les marchés internationaux. Flanquée de Duke Thompson, Mamatola et Nia Bello, elle annonça des réformes radicales. Un audit complet. Zara commanda un audit externe de toutes les finances de l'entreprise pour garantir la transparence et découvrir toute irrégularité persistante. 2. Renouveau philanthropique. Elle s'engagea à réorienter les bénéfices des futures entreprises vers des projets élargis de nettoyage des océans, des solutions d'énergie renouvelables pour les communautés côtières et des bourses d'études pour les femmes dans la technologie et les sciences marines. 3. Direction restructurée. Zara et Duke serviraient de co-source, équilibrant l'innovation avec une gouvernance éthique. Les investisseurs, initialement nerveux, se rallièrent bientôt à la vision de Zara. Le sentiment public était extrêmement favorable, les consommateurs d'Afrique et d'ailleurs célébrant sa renaissance. Les contrats affluèrent de partenaires désireux de s'associer à la marque nouvellement rachetée. Un matin, alors que Zara se promenait dans le laboratoire d'innovation animé, où de nouveaux prototypes étaient développés pour filtrer les microplastiques de l'eau de mer, elle ne put s'empêcher de sourire. L'atmosphère autrefois tendue s'était allégée. Les scientifiques et les ingénieurs, stimulés par son leadership, travaillaient avec une passion renouvelée. Nia la rattrapa, brandissant un dossier. Nous venons d'apprendre qu'un consortium de recherche international souhaite collaborer au développement de nettoyeurs d'océans à énergie solaire, dit-elle, les yeux brillants. Zara hocha la tête. C'est une excellente nouvelle. Organisons une réunion. Nous utiliserons le fonds affecté à la durabilité pour mener cela à bien.
À un autre étage, Zara rencontra les équipes marketing, concevant soigneusement des campagnes qui mettaient en valeur l'épine dorsale philanthropique de l'entreprise. Fini les plans tapas accent grave-l'œil pour des paquebots de luxe. À leur place se trouvaient des projets tangibles, axés sur la communauté. Plus tard dans la journée, Zara trouva un moment de solitude dans son bureau. Autrefois celui de son père, puis le sien, puis brièvement celui de Julien. Elle toucha la surface du bureau, se souvenant des conseils sévères mais aimants de son père. Un léger coup à la porte interrompit sa rêverie. C'était Duc. Ils nous attendent à l'étage pour la démonstration du produit, dit-il. Puis, remarquant son humeur pensive, il ajouta, tout va bien. Zara esquissa un léger sourire. Oui, juste, en pensant à ce que mes parents diraient s'ils pouvaient voir cet endroit maintenant. Duc s'approcha, croisant son regard. Ils seraient fiers de toi. Tu as sauvé l'œuvre de leur vie. Une vague de gratitude l'envahit. Merci, dit-elle doucement. De croire en moi quand j'étais parti. De me soutenir maintenant. Duc hésita. Comme s'il pesait ses prochains mots. Zara. Tu es plus qu'une partenaire commerciale. J'espère que tu le sais. Mais je comprends aussi que tu as traversé une épreuve. Je ne veux rien précipiter. Ses joues s'empourprèrent. Le souvenir d'avoir failli mourir, du chagrin et de la trahison, la rendait prudente. Mais au fond d'elle, elle sentit une douce attraction, une invitation à faire confiance à nouveau, à son propre rythme. J'apprécie cela, répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Concentrons-nous d'abord sur la construction de cet empire. Le reste? Nous verrons. Duc inclina la tête, un accord respectueux passant tacitement entre eux. Ensemble, ils quittèrent le bureau pour assister à la démonstration du produit, entrant dans un avenir que Zara avait minutieusement reconquis des griffes de la trahison. Les semaines se transformèrent en mois, et la réputation de Zara monta plus haut que jamais. Les invitations affluèrent pour des discours liminaires lors de sommets mondiaux sur la durabilité, de conférences philanthropiques et de forums sur l'autonomisation des femmes. Elle jonglait avec les exigences de la direction d'Okwa Innovation, la coordination avec Duc, la finalisation d'accords majeurs et l'expansion de ses bourses d'études à travers l'Afrique et au-delà. Lors d'un voyage à Londres pour une exposition sur les technologies environnementales, Zara et Duc se retrouvèrent avec une rare soirée de libre. Les lumières de la ville scintillaient sur la Tamise alors qu'ils se promenaient.